Merci, Monsieur le Président. Merci à Alain Moforcal de m'avoir permis de participer. Donc aujourd'hui, on va parler de conduite à tenir devant une dyspnée et on va insister notamment sur les dyspnées chroniques. Comme plan, on va adopter ce plan suivant. Alors, la définition consensuelle date de 2012 et c'est la suivante. Donc, la dyspnée chronique, ou plutôt la dyspnée, est une expérience subjective d'inconfort respiratoire faite de plusieurs sensations élémentaires, qualitativement distinctes, variant en intensité. Et il faut dire que cette expérience est due à l'interaction de multiples facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et peut induire une réponse secondaire physiologique et comportementale. Donc la dyspnée chronique est définie comme un symptôme qui dure plus de 4 semaines. Toujours dans l'introduction, la prévalence de la dyspnée, toute consultation confondue, est de 2,5%. La prévalence au niveau des passages au service d'urgence est de 8,4%. La prévalence chez le sujet âgé de plus de 65 ans est de 30%. Il faut dire que la dyspnée a déjà une valeur pronostique indépendamment de l'origine. Le mécanisme de la dyspnée peut être périphérique ou central. Alors le mécanisme, je ne sais pas si vous voyez bien la diapo, le mécanisme périphérique. Donc via les stimulés des chémorécepteurs ou des mécanorécepteurs qui vont introduire un stimulé qui va partir au cortex sensoriel. Et le mécanisme central, ça se passe au niveau des cortex sensoriels. Donc il y a des facteurs tels que le stress psychologique, sociaux et environnementaux. Il y a aussi réception de ces stimuli périphériques. Et au niveau du sang, mécanorécepteurs, chémorécepteurs et au niveau du muscle respiratoire périphérique. Alors, je vais passer rapidement sur les principales étiologies de la dyspnée aiguë. On ne va pas en parler aujourd'hui, on va insister sur la démarche devant la dyspnée chronique. Donc, ça peut être une obstruction des voies aériennes, une pneumopathie, une amputation vasculaire ou aérienne pulmonaire, une maladie cardiaque, une anémie, une dyspnée aiguë d'origine neurologique ou psychogène. Pour les étiologies de la dyspnée chronique, on peut les diviser en soit une dyspnée d'origine pulmonaire, soit d'origine cardiaque, soit d'origine non pulmonaire et non cardiaque. Donc on va les détailler par la suite. On arrive à l'évaluation clinique devant une dyspnée chronique. Comment évaluer une dyspnée chronique? Donc l'interrogatoire est capital dans la démarche diagnostique. Donc il faut bien interroger le patient, faire une bonne sémiologie de la dyspnée, caractériser la durée des symptômes, la chronicité, le temps inspiratoire et expiratoire, les facteurs d'aggravation, de soulagement, les circonstances de survenue, les signes accompagnateurs et bien évidemment rechercher les antécédents, notamment médicaux, chirurgicaux, traumatiques, notion de tabagisme, la profession, la prise des médicaments, la prise des médicaments, le contexte d'anxiété ou dépression, l'environnement social. Tout ça, il faut ne pas hésiter à réinterroger le patient. Si on a un examen paraclinique, on pense à une origine, ne pas hésiter à réinterroger le patient. Alors, comment évaluer la dyspnée? On a 3 scores pour évaluer la dyspnée. Il y a le score de NIA, l'échelle de NIA, utilisée surtout par les cardiologues, le SADOL utilisé par les pneumologues et le MRC modifié utilisé par tout le monde. Donc là, vous voyez un peu les scores, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut aussi, je suis désolé de la qualité de l'image, évaluer tout simplement par une évaluation visuelle analogique par une simple réglette graduée de 0 à 10. Alors, au terme de l'interrogatoire, on peut déjà avoir une idée sur les étiologies. Par exemple, si on a un patient qui prend des médicaments, on peut évoquer une pneumopathie à l'amiodarone. S'il prend de l'amiodarone, méthotrexate, une fibrose pulmonaire, les drogues illicites.
Si on a un patient qui a des antécédents de maladie ou de traitement immunosuppresseur, on peut penser à une infection opportuniste. Une exposition à la poussière inorganique peut évoquer une pneumoconiose. Une exposition à la poussière organique à l'interrogatoire peut nous faire penser à une pneumopathie d'hypersensibilité. À l'examen clinique, donc c'est le deuxième temps fort de la démarche diagnostique devant une dyspnée chronique. Déjà, l'apparence du patient est très importante. L'apparence, comment il va se présenter en consultation devant le médecin. Il faut prendre ses constantes, le poids, les signes vitaux, le débit de pointe, l'oxymétrie de peau. Il faut voir s'il y a l'utilisation des muscles accessoires, s'il y a des déformations thoraciques, s'il y a un hippocratisme digital qui peut déjà nous orienter vers des diagnostics précis. Bien évidemment, il faut faire un bon examen cardio-pulmonaire, il faut chercher une matité, un tympanisme, rechercher les râles crépitants, sibilants, ronflants, rechercher les souffles cardiaques, une arythmie cardiaque, rechercher les signes d'insuffisance cardiaque droite ou parfois gauche. Et surtout, il ne faut pas oublier à bien examiner les autres systèmes si on suspecte une étiologie en rapport avec un autre examen somatique. Et bien évidemment, moi je ne sais sur l'examen du cou peut nous donner des informations sur la glande thyroïde, sur les veines jugulaires, la trachée, les adénopathies. Tout ça c'est très important. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à refaire l'examen ou l'interrogatoire. Au terme de cet examen clinique, donc, on va déjà s'orienter et dire est-ce qu'on a déjà un diagnostic. Je pense que devant un asthme, l'asthme et la BPCO, ils sont faciles à évoquer. Une insuffisance cardiaque congestive est évoquée devant un patient qui a des antécédents d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité, qui a une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne et des signes d'insuffisance cardiaque droite, parfois gauche. Bon, le diagnostic de l'hyperventilation en anxiété, c'est un diagnostic d'exclusion. Parfois, ça s'accompagne d'un terrain d'anxiodépression et des soupirs à l'examen clinique. Donc, RGO est évoqué devant une dyspnée postprandiale. Une hémoptysie va peut-être nous faire évoquer 3 ou 4 diagnostics, une tumeur pulmonaire, bronchiectasie, sténose mitrale, etc. Donc, un éclat de B2 au foyer pulmonaire associé à des signes d'insuffisance cardiaque droite peut nous faire évoquer une hypertension pulmonaire. On arrive aux examens complémentaires. Est-ce qu'il faut faire systématiquement des examens complémentaires? Donc, on a interrogé le patient, on l'a examiné. Est-ce qu'il faut faire des examens? Quels sont les types d'examens complémentaires à faire? Alors, il n'existe pas d'approche systématique pour évaluer la dyspnée chronique. Alors, moi, j'ai trouvé dans la littérature, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont très intéressants et qui proposent donc une approche progressive. Et ils sont très efficaces pour identifier les causes de la dyspnée chronique. Cette approche, elle commence par comme on l'a dit tout à l'heure, par un examen clinique bien minutieux. Et le diagnostic étiologique doit être orienté par l'interrogatoire et l'examen clinique. Et donc, bien évidemment, faire des examens paracliniques, c'est nécessaire. J'ai trouvé cet algorithme, je ne sais pas si vous voyez bien, donc cet algorithme parle de la démarche diagnostique devant une dyspnée chronique. Il y a des examens de première intention. À droite, il y a donc cet article propose de faire un bilan biologique de base devant donc, une dyspnée chronique, un bilan biologique de base et des examens de première intention, on va les détailler tout à l'heure. Donc il y a le CG, la spirométrie, la radiographie thoracique et l'échographie cardiaque. Et si ces examens sont négatifs, on peut passer à d'autres examens en fonction de l'orientation diagnostique et de médecins spécialistes. Donc quel est le bilan de première intention? Comme on l'a dit tout à l'heure, après l'anamnèse et l'examen clinique, on fait une oxymétrie de peau, une formule sanguine complète, un bilan métabolique de base, surtout le taux de bicarbonate, un taux de TSH, une radiographie thoracique de face, un ECG, une spirométrie.
Si au terme de ce bilan, le diagnostic reste incertain, on peut évoquer soit une anxiété, soit une hyperventilation ou un déconditionnement ou une maladie neuromusculaire. La radiographie, comme vous le savez, c'est un examen très facile à utiliser qui peut nous apporter beaucoup de choses si la dyspnée chronique est d'origine pulmonaire suspectée. Donc il faut voir le parenchyme pulmonaire, la cavité pleurale et la paroi thoracique. On peut avoir ce type d'image, par exemple en haut à droite des séquelles de tuberculose pulmonaire, en haut à gauche une BPC emphysémateuse évoluée, au milieu une tumeur pulmonaire avec envahissement de la veine cave supérieure, en bas à droite une cardiomégalie et en bas à droite une cyphoscoliose évoluée. La spirométrie, comme deuxième examen paraclinique, va nous apporter des éléments sur l'aspect de la courbe et sur la capacité vitale et le VMS, et l'indice de Tifno, bien sûr. Donc on peut retrouver un syndrome obstructif réversible pas, avec donc différentes sévérités. Donc il y a l'aspect de la courbe. Et là, on a une diminution de la capacité vitale témoignant d'un probable syndrome restrictif qui doit être confirmé par la CPT. Là, au milieu, on a un aplatissement de la courbe inspiratoire qui témoigne d'une obstruction intrathoracique variable. Donc, on peut évoquer devant ce diagnostic soit une hyperventilation, soit une paralysie des cordes vocales. Là, au contraire, là, on a un aspect en bas à gauche, un aspect en plateau de la courbe plutôt inspiratoire, témoignant d'une obstruction intrathoracique variable. Là, on a un aspect en plateau ou une limitation inspiratoire et expiratoire, témoignant d'une obstruction intra- et extrathoracique plutôt fixe. Voilà ce qu'on peut avoir à la spirométrie. La gazométrie artérielle. Faut-il faire une gazométrie artérielle systématiquement devant un patient qui a une dyspnée chronique? Alors, la littérature dit non. Pas de gazométrie systématique. Alors, quand faut-il faire une gazométrie? Alors, quand il y a un problème de saturation, on fait de gazométrie. Quand il y a une saturation normale, il ne faut pas faire de saturation. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a demandé un bilan biochimique de base. Alors, c'est le taux de Bicard qui est très sensible. Donc, s'il est supérieur à 27, donc on suspecte une hypoventilation. Donc, on peut faire une gazométrie si le taux de bicarbonate est supérieur à 27 mmol par litre. S'il est inférieur à 27, il n'y a pas d'intérêt à faire une gazométrie artérielle. Il y a certains auteurs qui proposent de faire une gazométrie, même si donc, la saturation est normale chez les patients obèses à la recherche d'une hypoventilation alvéolaire et les maladies neuromusculaires. Voilà, à la recherche d'une hypoventilation précoce. On peut objectiver à la gazométrie des signes d'insuffisance respiratoire chronique, à savoir une hypoxémie avec une PO2 inférieure à 60, une hypercapnie avec une PCO2 supérieure à 45 et un pH normal. Le bilan biologique de base, le bilan minimal, donc c'est une formule sanguine à la recherche soit d'une anémie, soit une érythrocytose secondaire, une BPCO avancée. Le taux de TSH à la recherche d'une dysthyroïdie, la biochimie de base, on en a parlé tout à l'heure. Et si maintenant on suspecte une cause cardiaque, on peut doser les marqueurs cardiaques ou le taux de bidimère si on suspecte une hypertension pulmonaire ou le taux de troponine. Donc je ne sais pas s'il y a des cardiologues dans la salle, mais je ne vois pas trop l'intérêt dans la dyspnée chronique, le taux de troponine. On discutera tout à l'heure. Alors le bilan cardiaque minimal de base, si, avec l'accord du cardiologue bien évidemment, si on suspecte une cause cardiaque, donc le CG, les marqueurs cardiaque et l'échographie cardiaque. Autre examen, à droite, plutôt à gauche, plutôt les examens à visée pulmonaire. Donc on va envoyer le patient chez le spécialiste et discuter avec lui si on peut compléter le bilan par ces examens à la recherche de la dyspnée, de l'origine de la dyspnée. Là, c'est le cardiologue qui va décider. Et si on ne trouve rien, donc on peut demander l'épreuve d'effort cardiopulmonaire. Donc c'est l'étalon d'or en matière de dyspnée chronique. On va dire un petit mot tout à l'heure. L'exploration fonctionnelle respiratoire, vous vous souvenez tout à l'heure, la spirométrie peut
nous suspecter un syndrome restrictif avec la CV qui est diminuée, mais c'est la CPT qu'il faut demander. Donc on peut aussi avoir un trouble ventilatoire mixte, obstructif et restrictif, un piégeage gazeux ou ce qu'on appelle un trapping avec le rapport VR sur CPT augmenté, une distension thoracique ou avec la CRF qui est augmentée, et bien évidemment finir les explorations par la mesure de la capacité de diffusion de monoxyde de carbone. Parfois, dans les maladies neuromusculaires, on peut demander des pressions inspiratoires et expiratoires s'il suspecte une maladie neuromusculaire. Voici un algorithme. Je suis désolé de la qualité de l'image. Je vais essayer de vous résumer ça ici. À droite, en bas à droite, donc, il y a l'asthme et la BPCO. On n'a pas besoin d'exploration fonctionnelle complète, juste une spirométrie. Donc, il y a un syndrome ventilatoire obstructif réversible ou pas. La DLCO est parfois diminuée chez les BPCO. Là, on a la pathologie infiltrative. Là, on a un trouble ventilatoire restrictif avec une diminution de la DLCO. On va évoquer en premier lieu une pathologie infiltrative. Là, c'est une pathologie restrictive extrapulmonaire. On a un syndrome restrictif, mais la DLCO, elle est normale. Là, c'est une maladie pulmonaire vasculaire où on a une spirométrie. La spirométrie, elle est normale avec une diminution de la DLCO. Voilà ce qu'on peut avoir aux explorations chez un patient dyspnéique. Le test de marche 6 minutes. C'est un test sous-maximal qui permet d'évaluer la tolérance de l'effort des patients atteints de maladies respiratoires ou cardiaques. Il faut dire que c'est un test très objectif par rapport à l'évaluation tout à l'heure. On a parlé de score de NIA, de SADOL, etc. Mais là, le test de marche est très important, très fiable, très facile à utiliser. Il permet de diagnostiquer une désaturation à l'effort. Et donc là, un exemple d'un test que j'ai réalisé chez une de mes patientes, ça donne des résultats comme ça. Donc les valeurs mesurées, la saturation, la fréquence cardiaque, la distance parcourue, l'échelle de la dyspnée. Et normalement, le test doit, pour parler de la normale, il doit être supérieur à 82%. Cette patiente a 92% de la distance parcourue, donc c'est un test normal. Mais vous voyez bien que quand même l'échelle de la dyspnée en fin de test, il est de 8. Donc il n'est pas complètement normal en dehors de la distance parcourue. Voilà. On passe à l'épreuve d'effort cardio-pulmonaire. Alors, l'épreuve d'effort cardio-pulmonaire, il est réalisé par une équipe très qualifiée, donc soit le pneumologue, soit le cardiologue. Et il faut respecter les contre-indications. Donc, ça se passe avec un matériel sophistiqué, soit un vélo, soit un tapis roulant. Ça donne des résultats comme ça. Pardon, excusez-moi. Hop, je vais revenir derrière. Donc, avec une mesure de beaucoup de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous laisser l'article si vous voulez plus d'informations. Mais surtout la mesure de la VE2 maximale qui est importante et va nous permettre une compréhension très fine de la physiopathologie et de la mécanisme de la dyspnée chronique. Donc, si le VE2 max est normal, donc, on dit qu'il n'y a rien. Si le VE2 max est inférieur à 80%, on a trois étiologies. Soit l'origine de la dyspnée musculaire en cas de diminution du premier seuil anaérobie, qui est diminué. Donc, on dit que le patient est en déconditionnement. Donc, il faut le conditionner, il faut faire une réhabilitation. Soit le problème est au niveau respiratoire et là on a les réserves ventilatoires qui sont épuisées avec une fréquence cardiaque de max non atteinte et la cause cardiovasculaire est suspectée en cas de réserve ventilatoire conservée avec une faible augmentation du pot d'oxygène. Voilà l'article si vous voulez plus d'informations sur le test d'effort cardio-respiratoire. Alors, autre examen, alors c'est l'appréciation du médecin. L'appréciation de médecin spécialiste. Maintenant, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas des examens qu'on va utiliser en première intention. Vous allez me dire le scanner, on ne peut pas utiliser en... Ben non, devant une dyspnée chronique, donc on va attendre un petit peu, on va demander un scanner si on suspecte une fibrose pulmonaire par exemple.
un scanner avec des coupes millimétriques ou un scanner injecté au pas ou un angioscanner si on suspecte une hypertension pulmonaire. Là, une scintigraphie ventilation perfusion aussi à demander en cas d'orientation diagnostique d'une hypertension pulmonaire, complétée par un cathétérisme cardiaque droit. On peut toujours demander des biopsies aussi, des biopsies bronchiques ou pulmonaires, si on suspecte par exemple une fibrose pulmonaire. Donc on peut confirmer le diagnostic par une biopsie pulmonaire sous scanner. Voilà ce que j'ai trouvé dans la littérature. Il y a des tableaux, il y a beaucoup de tableaux, mais ces tableaux, je suis désolé de la qualité de l'image encore. Donc des tableaux qui vont résumer un petit peu l'étiologie, les examens paracliniques à faire et l'histoire clinique et de l'examen physique. Par exemple, là, les pathologies pulmonaires, alvéolaires interstitielles, obstructives, restrictives alvéolaires, et les examens, c'est à droite. Je peux vous dire que c'est clair là, mais là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas bien. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. C'est dommage, donc voilà. La même chose pour les cases cardiaques, donc c'est la même chose. Par exemple, en cas d'arythmie, il faut faire un haltéro-ECG, une radiographie thoracique, une cause valvulaire, une cause restrictive, une insuffisance cardiaque. Il y a des examens paracliniques à faire en fonction de l'histoire clinique qui reste importante. Pour le bilan, donc voilà, le bilan cardiaque, les causes non cardiaques, non pulmonaires. Là, il y a l'anémie, donc il faut juste une simple numération. On peut détecter une anémie qui est à l'origine de la dyspnée. Les causes psychologiques, c'est un diagnostic d'exclusion, les causes psychologiques. Le terrain, c'est l'anxiodépression. Les causes endocriniennes, on en a parlé tout à l'heure, le taux de TSH. Les causes musculosquelettiques avec déformation, donc il faut demander les explorations fonctionnelles avec mesure des pressions diaphragmatiques ou musculaires. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces tableaux. On arrive au traitement, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Ah si. Ben, c'est la dernière diapo. Donc, le traitement et les soins symptomatiques, soit étiologiques. Alors, le traitement de l'étiologie, c'est surtout le traitement en fonction de l'étiologie ou la réhabilitation en cas de déconditionnement. Le traitement symptomatique, c'est soit l'oxygénothérapie, on peut même mettre une VNI, pour inhiber les chémorécepteurs de l'hypoxémie, c'est une saturation inférieure à 90%. On peut donner des anxiolytiques si on suspecte une cause psychogène. Et parfois, en matière de soins palliatifs ou de confort, on peut donner des morphiniques qui peuvent diminuer la sensation de la dyspnée. C'est ma dernière diapo. En conclusion, donc, la dyspnée est un symptôme qui résulte d'interactions complexes de maladies et d'états psychologiques. Donc 85%, l'étiologie, elle est soit cardiaque, soit pulmonaire. Et il faut dire que 66% des cas, dans 66% des cas, rien avec l'interrogatoire et l'examen clinique, on a une étiologie. On n'a pas besoin de faire des examens paracliniques dans 66% des cas. Et il faut faire une démarche très très progressive avant de se lancer vers des bilans complémentaires. Et la prise en charge des patients souffrant de dyspnée chronique nécessite en général une approche multidisciplinaire. Je vous remercie.